Roger, je t'en prie. C'est court, mais c'est bien, je trouve. On est là un peu pour partager un choc émotionnel, je suppose. Je suis entré comme vous, sauf que j'ai pas bu. Hein. Et j'ai vu, et bien sûr Cédric m'avait un peu parlé, mais bon, je me suis dit, il y a un univers qui s'effondre, il y a un monde qui s'écroule. Le Titien, Michel-Ange, Manet, Monet, ils ont fait de la merde. Là, merci Cédric de nous avoir réconciliés avec notre époque, avec notre monde. Vous avez de la chance, les Belges, vous avez un vrai roi. Et puis une démocratie qui ne fonctionne pas trop mal. Nous, moi je viens d'un petit pays qui s'appelle la France. On a pendant longtemps été considéré comme le pays qui a inventé les droits de l'homme. Et puis aujourd'hui, eh ben, nous on a Macron. On a un DRH. Donc on est devenu un petit peu le pays des DRH. Où ben, les artistes crèvent, où on n'a plus le sens de l'hospitalité. Il y a eu un G7 qui s'est tenu à Biarritz et j'ai appris que 2 Allemands étaient suspectés de venir un peu troubler le rendez-vous des merdes qui gouvernent notre planète. Et dans le coffre de leur voiture, la police française a perquisitionné, a trouvé de la littérature gauchiste. Et ils ont pris 3 mois ferme en France, aujourd'hui, sous Macron. Et pas un journal français n'en parle, pas une chaîne de télévision n'en parle. Et pourtant, on partage plein de choses avec Macron. On partage plein de choses. Avec Macron, avec Bush, avec la reine d'Angleterre, avec le pape, on partage ça. Voilà, ça résume bien notre condition humaine. Alors Cédric, on voit un rapport particulier avec l'universel, avec l'intimité. Il mélange l'intime et l'universel. Et en plus, il nous invite à lever les yeux vers les étoiles, ce qui est quand même c'est pas toujours évident, c'est quand même assez rare. Et ça tombait bien parce que il m'a demandé de venir avec le bouquin que je viens de terminer, parce que j'écris des romans depuis déjà un certain temps. Depuis peut-être plus de 40 ans. Quoi. Voilà. Et ce dernier roman s'appelle « C'était au temps des soucoupes volantes ». Et quelque part, il réunit un petit peu la France et la Belgique, puisque un événement s'est passé, ici vous n'étiez pas né, hein, en 1954, un vendredi, le vendredi 10 septembre 1954, pas très loin de la frontière de Kievrin, à Karouble, quelques kilomètres de Kievrin, il y a un métallo, un ouvrier métallurgiste qui s'appelait Marius de Wild, et qui a vu une soucoupe volante se poser pratiquement au bout de son jardin, puisqu'il habitait dans une maison de garde-barrière, et il a vu une soucoupe volante se poser sur les rails de chemin de fer, et 2 petites créatures extraterrestres descendent. Ces créatures l'ont paralysé. Suite à cet événement, on est dans la France de l'ORTF, du président Coty, et tous les journalistes sont descendus à Karouble en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un fou, c'est vrai ?» Alors ils sont venus, ils ont mis leurs caméras, les journalistes ont enquêté, des scientifiques sont venus, des représentants de l'armée française, de la justice, de la police. On a fait des prélèvements, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un affaissement de la voie ferrée qui correspond à un objet inconnu, un objet non identifié. Voilà, c'est là qu'est commencé à naître les ovnis. On parlait beaucoup du phénomène ovni aux États-Unis en 1952, et là, la France s'invitait dans la compétition 2 ans plus tard, 1954.
les avis sont toujours partagés aujourd'hui. Est-ce que Marius de Wild avait un peu trop arrosé sa journée de métallo? Est-ce que il a rêvé ou est-ce que la réalité c'était ça? Une soucoupe volante qui s'est posée à Carouble et 2 petits extraterrestres qui en sont descendus. Le commissaire de police de Carouble a tranché en disant non, c'est pas un mythomane. Voilà. Et moi, ce phénomène, je m'y suis intéressé parce que il y a quelques années, je faisais un atelier d'écriture à Kiev-Rechin, voilà, où je venais manger des frites à Mons, et puis à Kievrin, parce qu'on n'avait que la frontière à traverser. J'ai fait un atelier d'écriture et c'est une immersion chez l'habitant. Je travaillais avec des ados et puis on faisait un atelier d'écriture, on allait recueillir des témoignages chez les gens. Et je suis allé par hasard chez un vieux métallo qui avait travaillé avec Marius de Wild. Donc je suis resté toute l'après-midi. Alors il faut quand même faut tenir le choc, hein, parce que les métallos, vous savez, ils picolent. Hein. Et une après-midi avec un métallo qui vous raconte sa vie, c'est très dur. Hein. C'est très dur. Mais j'ai appris des choses intéressantes. Et il m'a dit, Marius, je ne savais pas, hein, on l'appelait le gitan, le gitan. C'est un gitan. Il dit, ouais, lui, il traquait le hérisson, il faisait du ragoût de hérisson. Mais par contre, sa femme est intéressante, parce que les journalistes n'en ont jamais parlé. Sa femme était médium. Et elle allait chez les bourgeois de Valenciennes, chez les notaires, chez le procureur, etc. Et elle participe à des soirées médiumniques, et elle entrait en contact avec... alors il m'a dit, c'est une dingue, quoi. Elle était dingue, hein. Elle avait les yeux qui se révulsaient, et puis il y avait même des voix qui n'étaient pas la sienne, qui s'exprimaient par son intermédiaire, hein, madame, que j'ai appelée Madame Irma dans le roman. Et vous allez me dire, ouais, vous êtes chez les cinglés, quoi. Eh bien, moi, je dis, peut-être oui, ouais, effectivement. Pour faire des choses comme ça, il faut être un peu cinglé. Pour écrire des romans sur les extraterrestres, il faut peut-être aussi être un peu cinglé. Mais on a des excuses, quoi. Cédric a des excuses. Et, il y a des choses qui sont passées dans la vie de Cédric qui permettent de mieux comprendre ça. Et ben moi, c'est un peu la même chose, parce que moi, à l'âge de 10 ans, j'ai appris que mon arrière-grand-père, que ma grand-mère, qui m'élevait, était alchimiste. Et il travaillait sur une voie alchimique très particulière, qui est l'alchimie du verre, la voie du verre. Et cette voie est très peu connue, parce qu'on parle de voies, ceux qui connaissent un peu le principe de l'alchimie, je vais très vite, hein. Vous avez une materia prima vulgaire, la merde qui se traduit, je crois, par il faut trouver un sulfure d'antimoine, et quand vous avez trouvé ce sulfure d'antimoine, il faut le travailler d'une certaine manière, une technique particulière, etc. Et mon arrière-grand-père et ma grand-mère, eux, travaillaient sur la fulgurite. La fulgurite, c'est une pierre de foudre. C'est en fait le choc qui se passe entre un éclair quand il touche la roche. Ça dégage une énergie électrique équivalente d'1 milliard de joules. Hein. Ce qui fait que la pierre qui est frappée par la foudre, elle monte à une température très rapidement, instantanée, de plus de 2000 degrés. Ce qui fait que la pierre est transformée en espèce de verre, un verre brut de couleur rouge. Et mon aïeul, mon arrière-grand-père, et ensuite sa fille, ma grand-mère, ont travaillé sur de la fulgurite. Ils ont travaillé pendant très longtemps et il y a une petite particularité, comme ça, qui vous dira peut-être quelque chose, je ne sais pas. Vous avez peut-être entendu parler de l'alchimiste Fulcanelli. Si vous n'avez pas entendu parler de Fulcanelli, je vous invite à vous pencher sur ce qu'a été l'existence de Fulcanelli.
Et Fulcanelli, c'est quelqu'un qui aurait trouvé la pierre philosophale. Il y aurait, selon la tradition alchimique, 2 adeptes par siècle qui trouvent la pierre philosophale, pas plus. Et Fulcanelli a été l'un des 2 adeptes du XXe siècle qui a trouvé la pierre philosophale. Il aurait trouvé la pierre philosophale, je dis il, je parle au conditionnel parce que je n'étais pas là, il aurait trouvé cette pierre philosophale, obtenu ce qu'on appelle le don de Dieu, c'est-à-dire le don d'immortalité. Quand vous trouvez la pierre philosophale, vous vous transformez en même temps. En fait, vous vous transformez en bloc de fulgurite et vous êtes touché par la foudre céleste, la foudre divine qui fait que vous devenez immortel. Ça serait passé dans les années 1930-1932. Et moi, mon grand-père est entré en contact avec Fulcanelli dans les années 1894, 1893, 94, 95. Il fréquentait, c'était un anarchiste. Ma grand-mère était aussi anarchiste, elle est devenue plutôt socialiste après. Moi, je suis resté libertaire. Mais mon arrière-grand-père, en fait, a connu Fulcanelli au cabaret du Chat Noir à Paris, à Montmartre. Le Chat Noir, c'est un cabaret qui regroupait tous les dingues parisiens, des peintres comme Toulouse-Lautrec, des écrivains comme Jules Verne, des poètes comme Verlaine, etc. Il y avait une bande de joyeuderie qui était, on va dire, de tempérament anarchiste. Au cabaret du Chat Noir, les gens étaient accueillis par un Suisse avec un uniforme chamarré qui faisait l'interdiction du cabaret aux curés et aux militaires. Et en 1894-93, donc mon grand-père est venu, et aujourd'hui j'ai fait comme un pèlerinage parce que j'étais jamais allé là où il allait, c'est-à-dire sur la Grand Place, à rue des Chapeliers. Rue des Chapeliers, il y avait un hôtel particulier qui était occupé par un ami de Fulcanelli, qui accueillait donc le Fulcanelli à Bruxelles. Donc on peut dire que l'expérience Fulcanelli, l'aventure Fulcanelli, le mythe Fulcanelli, on nous explique depuis très longtemps, enfin les historiens de l'alchimie nous expliquent que tout a démarré à Paris. Alors c'est vrai, ça a démarré à Paris, au cabaret du Chat Noir, mais il y avait un lien, j'allais dire, très très fort, très physique, entre Paris et Bruxelles. Puisque c'est à Bruxelles que Fulcanelli avait pris la décision de créer un cercle verrier à Aniche, dans la petite ville d'où je viens, une petite ville de 10 000 habitants qu'on appelait dans le nord la cité du verre et du charbon. On y fabriquait le charbon et le verre. Et on le fabriquait, j'allais dire, grâce aux Belges, parce qu'à Nice, la moitié de la population est belge. Ce sont les Belges qui sont venus créer en 1800, 1820, 1822 les premières verreries à Nice. Et ils étaient belges. Donc ils avaient amené une main-d'œuvre et puis les cadres belges. Donc quelque part, il y avait un échange entre Aniche et puis la Belgique. Et là, moi, je peux préciser que Fulcanelli, il y avait un lien très, très étroit entre Paris, Bruxelles et puis aussi Aniche, puisqu'il a créé un cercle verrier à Aniche. Alors, j'ai été intéressé quand j'ai appris que la femme de Marius de Wild était médium parce que mon aïeul et puis son assistante, qui est devenue ensuite sa femme, Alphonsine Thomasin, était médium. Et elle aussi, elle dialoguait avec des entités. On est chez les fous, on va y rester. Elle dialoguait avec des entités qui se réclamaient de l'Égypte et de l'Atlantide. Quand j'ai un peu cher, parce que moi j'apprends ça quand j'ai 10 ans, vous imaginez. Ça laisse, moi je vous dis, ça laisse des traces, mais bien quoi. Et ensuite, quand je vais me ressouvenir de tout ça, essayer de chercher un peu, je me rends compte que, ben oui, en Égypte, on trouve pas mal de pierres de foudre, quoi. On les trouve d'une manière, elles sont cylindriques. Quand l'éclair, quand il y a un orage, quand l'éclair il tape dans le sable, il fabrique de la pierre de foudre, quoi. Donc peut-être que, effectivement, historiquement, ça se tient. Les occultistes nous disent que les Égyptiens, en fait, sont les continuateurs des Atlantes. Et les Atlantes, quand l'Atlantide s'est engloutie,
un collège de sages, d'alchimistes avait réussi à quitter l'Atlantide et s'installer en Égypte. Donc, ce qui expliquerait pourquoi, effectivement, Alphonsine Thomasin avait voilà, comme ça, des voix qui lui dictaient des opérations précises d'alchimie que mon aïeul, parce que moi j'avais 10-12 ans, je feuilletais ses carnets, il dessinait superbement, il faisait des aquarelles sur les différents stades de la transformation du verre qu'il avait dans son creuset, lié à certaines températures, puisque les températures sont très très importantes en alchimie. Donc Alphonsine Thomasin, médium, donnait des indications à mon aïeul sur les températures qu'il devait mettre dans son creuset pour que le verre se transforme. Et ces techniques, je les ai un peu ressenties parce que bon, j'avais 10-12 ans et j'allais chez Alphonsine Thomasin, elle me racontait, elle me transmettait un petit peu, voilà quoi, transmission de la mémoire. Puisque moi, ma grand-mère faisait aussi de l'astrologie. Et elle m'avait dit un jour, tu seras écrivain, tu vas raconter des trucs. Et bon, je passe dans les détails. Et elle me dit, mais par contre, tout ce que je te dis sur l'alchimie, sur Fulcanelli, sur moi, elle me disait pas ton arrière-grand-père, elle disait ton grand-père, il ne faudra pas en parler avant que tu aies 64 ans. Alors, vous voyez, quand vous avez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 22 ans, parce que j'étais éducateur à Valenciennes et j'ai vécu 2 ans chez ma grand-mère, j'avais 20 ans. Et voilà, 64 ans, ça paraît une éternité, c'est énorme quand vous avez 20 ans, 64 ans. Bon. Voilà. Et donc elle m'a expliqué un petit peu, j'ai pris des notes, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, donc j'ai bien engrangé ce qu'elle m'a raconté, etc. Et puis je me suis empressé d'écrire des romans, j'ai fait des romans fantastiques, j'ai fait des polars, j'ai publié un bouquin, La série noire, chez Gallimard, j'ai fait plein de trucs, et j'ai complètement évacué toute l'histoire Fulcanelli, etc. Et puis un jour, un pote qui est derrière, Serge Ottaviani, assis ici, Sergio, il vient me voir et il me dit ça serait bien que l'on fasse un bouquin sur le cinéma d'Aniche. Et notre cinéma d'Aniche qui a disparu, qui a été démoli, en fait, il était doté de 2 pyramides qui avaient été copiées sur une maison de la Grand Place de Bruxelles, ici, où vous la connaissez puisque vous êtes d'ici, avec une inscription qui est 1697. Et Fulcanelli a copié en hommage à cette épopée de Bruxelles, les années 95, où il rencontrait Schneider, Patin et l'alchimiste Jolivet-Castelot, qui est une figure de l'alchimie française, François Jolivet-Castelot, qui habitait Douai et dont l'épouse était originaire d'Aniche. Et donc c'était tout ce petit monde qui a créé le cinéma d'Aniche. Et Serge Ottaviani est venu me voir en me disant mais ça serait bien qu'on écrive sur le cinéma et puis surtout sur un type dont j'ai découvert l'existence, qui est extraordinaire, un militant anarchiste, syndicaliste, Roger Schneider. Et là, bien sûr, tout m'est remonté, quoi. Tous les confidences sur Schneider, sur Patin, sur Fulcanelli, etc. J'ai dit ouais, on va faire le bouquin. Et puis après, voilà, j'ai dit bon, ça y est, c'est ma grand-mère. Mais je ne suis pas étonné avec elle, qui me dit allez, c'est venu, maintenant tu les as passés tes 64 ans, allez au taf. Et donc j'ai écrit plusieurs bouquins sur Fulcanelli. Et tout ça pour dire que bon, on cohabite, on est dans plusieurs univers à la fois. On est dans un univers mental qui est le nôtre, qu'on nous a fabriqué par atavisme, par enfermement familial, par enfermement professionnel. On est dans un autre univers qui est ce qu'ont construit pour nous les gens qui nous gouvernent, qui nous ont transformés en marchands, en valeurs d'ajustement, en type corvéable à merci. Et puis peut-être d'autres civilisations qui nous observent, qui de temps en temps passent comme ça, nous observent, nous regardent un petit peu comme les poissons rouges dans un bocal.
Et quelque part, je pense que après avoir pesé le pour et le contre que Léon Patin, que Roger Schneider, que Alphonsine Thomasin, dans leur monde, avaient des échanges avec d'autres mondes, et ma foi, ça n'est pas plus emmerdant qu'un sommet du G7, qu'une campagne électorale où tous les voyous, tous les voleurs viennent vous expliquer, nous, chez nous, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il va falloir qu'on s'occupe des retraites, pendant que vous apprenez que ces enfoirés-là, ils bouffent du homard, ils se tapent du pinard à 550 € la bouteille, et vous vous dites que dans un univers comme ça, il n'est pas possible qu'on soit les seuls cons de l'univers, et qu'il y a nécessairement d'autres civilisations. Voilà. Merci Cédric de nous avoir permis d'échanger un petit peu. Et puis voilà, demain on aura d'autres occasions de voir ce qui nous entoure dans l'intimité ou le partage. Après tout, tous les goûts sont dans la nature. Merci encore à vous. Et puis les Belges, on vous adore, nous. Bon. Merci beaucoup. C'est moi. 100 000 €. C'est moi qui. Oui. De rien, c'est nous qui vous remercions. Et là, on va avoir une super vidéo. Ouais, c'est bien. Ah, mais moi, ce que je disais à Philippe, c'est qu'on a qu'à faire une coproduction entre les éditions Hyper Aimant Avenue, Ouais, faire des choses. Nick, et on fait un DVD de votre passage à Bruxelles. Comme ça, il nous reste un truc. Comme ça, toi, tu peux le vendre sur ton site, nous, on le met sur notre site, eux, ils vendent ici, ça reste à Bruxelles. Et puis, on a un truc. Ouais, c'est bien.